Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Tour Éloquence et d'avoir pris place à bord de cet amphithéâtre pour un voyage dans l'histoire de la Ve République. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables durant la durée de ce vol. Vous allez assister au premier procès fictif de l'année. Et ce procès, c'est celui du père de la Constitution, le grand procès du général de Gaulle. Ce soir, vous l'entendrez bien sûr se défendre corps et âme pour la grandeur de la France. Se défendre face à plusieurs chefs d'accusation. Crimes de guerre en Algérie, haute trahison, appel à l'insurrection ou coup d'État. La question de ce soir, De Gaulle est-il coupable ou innocent ? Mais puisqu'il n'y a pas de procès sans témoins, laissez-moi vous les présenter. Vous entendrez ce soir Raoul Salan, militaire le plus décoré de France. Il participa en 1961 au putsch des généraux à Alger. Chef de l'organisation armée secrète, il fut un des adversaires les plus redoutables du général de Gaulle. Il est des premiers ministres anglais qu'il n'est nul besoin de présenter et Winston Churchill est l'un d'entre eux. Son flegme et son courage face au nazisme en ont fait un allié précieux du général pendant la guerre. Et il a accepté, ce soir, de venir témoigner devant vous. François Mitterrand est un homme complexe. Farouche opposant du général, il est l'auteur du coup d'État permanent. Lorsque De Gaulle a proposé la grandeur, François Mitterrand, lui, a préféré le grand soir. 14 ans président, il est de retour ce soir pour un ultime affrontement. Yvonne de Gaulle, surnommée Tante Yvonne, est l'épouse du général. Présente à ses côtés depuis le début, elle connaît tous les secrets de son mari. D'ordinaire discrète et réservée, elle a pourtant entendu l'appel du 20 novembre pour défendre son grand Charles. Mesdames et messieurs, maintenant que vous les connaissez, le procès peut commencer. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras et nos compagnes. Aux armes, citoyens, parlez de bataillon. Marchons, marchons, 15 ans à plus, à preuve de nos sillons. Je me suis fait plaisir. Alors, bienvenue à tous, bonjour à tous. Un grand, énorme, gigantesque. J'ai plus de mots. Merci d'être là ce soir. C'est impressionnant. Puis en plus, avant de commencer les présentations, avant de tout commencer, j'aimerais particulièrement remercier d'une part les orateurs, mais surtout tous ceux qui ont géré la logistique ce soir, qui se sont stressés. Bon, on a tous été stressés, mais eux ont bien suivi. Et c'est Marie-Michel Ocala et Victor Génus. Bon procès à tous. Si vous les voyez courir partout. Bon, ce soir, procès fictif du général de Gaulle. Fictif. C'est faux.
C'est une histoire parmi des millions, parmi des milliards. C'est un point de vue parmi des millions, parmi des milliards. Ça veut dire, je vous le dis, certains, peut-être, pourront être choqués. Certains vont être outragés. Bon, pas libérés, mais vont être outragés. Mais sachez que chaque parole qui sera dite ce soir appartient à son auteur. L'association les a laissés en totale liberté. C'est à eux, maintenant, d'assumer. Pour ce procès, nous avons eu des partenaires. Nous avons eu l'Université de Tours. Nous avons eu Madran. Nous avons eu le Crédit Mutuel. Nous avons eu Personnage, pour qui il y avait un pot à l'entrée, à qui nous allons donner de l'argent par la suite. Nous avons eu aux Arts Décoratifs, qui est une petite boutique d'antiquité qui se trouve derrière la gare. Si vous aimez, allez-y. Et surtout, et je tiens formellement vraiment à les remercier parce qu'ils nous ont permis d'être ici, c'est la mairie de Tours. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde. Qui a déjà vu le général de Gaulle mis en examen? Ah ben vous. Bienvenue. Bienvenue, vous allez découvrir un peu tout ça. Vous allez voir. Vous allez voir, les deux parties vont s'affronter. Ça va être des joutes verbales, des joutes haletantes. Vous allez, je pense, vous amuser. Je l'espère en tout cas. Et ce soir, nos orateurs sont... Pour l'huissier, Selma Benouna. Monsieur le juge Étienne Dreyfus. Notre seul et unique procureur, Maximilien Negelblatt. Elle est très stressée, mais elle va être magnifique, vous allez voir. La première fois qu'elle fait avocate, alors elle a préparé un truc, mais elle n'est pas sûre, mais elle va être sûre, mais ne vous inquiétez pas, elle va exploser. C'est toujours comme ça. On stresse au début, puis une fois qu'on y va, c'est magique. Madame l'avocate des parties civiles, Lily Jucker. Tonton, c'est le bruit du pistolet. Non. Mais Tonton était le nom de notre ancien feu, François Mitterrand, qui sera joué ce soir par Pierre-Antoine Torquet. Il est gradé, il est haut gradé, mais pas très haut sur pattes, Emmanuel Roux. Et maintenant, la partie qui a la tâche la plus ardue, défendre le général. Son avocat, c'est son rêve de pouvoir plaider en tant qu'avocat. Et ce soir, on lui a donné l'occasion. C'est notre EDM à nous, Enzo Dogi Moncelier. Il est venu de loin, il a bien changé, il a pris le soleil. Winston Churchill, cantarisé. Quand d'un côté nous avons Tonton, là nous avons la tante Dantivol. Et enfin, celui qui va avoir le rôle clé ce soir, il est tout jeune, il a 18 ans, mais il a la carrure et le charisme, vous allez voir, du général de Gaulle, Matteo Moro.
chaque procès, chaque cour a ses juges, et parfois ses jurys. Et ce soir, nous avons M. Alexandre Niver. Et comme président du jury, nous avons l'immense honneur, tous ceux qui sont à la fac de Tours, vous le connaissez. Madame, le professeur Alain Jarreau. Nos deux jurés seront accompagnés de jurés populaires. Il y en a 8 que je vais tirer au sort ce soir. Certains se sont inscrits, certains sont toujours en cours. Le première sera, et le premier n'est pas là, donc ça c'est fait. Monsieur Tessier est ici? Il est là. C'est bien, non mais c'est traditionnel. Et arrêtez de nous formaliser. Donc, ok. Sinon j'ai dit. La première jurée sera Flora Guyot. Deuxième, Julie Martin. Valentin Rousseau. Chloé Nicole. Pietra Marango. Marion Marcelin Gabriel. Louis Dugerest. Thomas Lebouche. Amélie Clavaux. Mesdames et messieurs, membres du jury, je déclare la séance ouverte. Madame Lucière va maintenant vous lire les accusations portées ce soir contre le général de Gaulle. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ce soir en ces lieux, symbole de République. Ce n'est pas pour célébrer de minutes, bien que des corps pourraient s'élever. La chose que vous apprendrez lors de ce procès, c'est qu'il ne faut pas sortir de l'apparence. Le choix de la salle n'est cependant pas anodin. Il permettra d'état résolu l'écho des actes du passé, car aujourd'hui, nous retrouvons aux racines mêmes de notre République, afin de tenter de rétablir la vérité sur son père fondateur, celui que l'on appelait l'homme
Merci, Madame l'huissière. Accusé, levez-vous. Accusé, êtes-vous bien Charles-André Joseph-Marie de Gaulle, né le 22 novembre 1890 à Lille? Oui. Monsieur de Gaulle, Madame l'huissière vous a lu les accusations portées contre vous. Les avez-vous compris? Oui. Je les ai compris. Je vais vous rasseoir. Nous allons maintenant passer aux plaidoiries introductives. Monsieur le juge, avant de commencer par les plaidoiries introductives, j'aimerais vous apporter, si vous me le permettez, un témoin en plus qui viendra sur notre cours. Maître Logis, si votre demande est particulièrement inhabituelle, Monsieur, je pense que cette demande inhabituelle, au vu du procès qui va se perpétrer devant vous aujourd'hui, ce témoin doit. comment s'appelle le témoin? Monsieur Mancelier Jean, Pourquoi voulez-vous l'appeler à bas? parce qu'il a été présent en Algérie lors des essais nucléaires et qu'il a été aussi un jeune durant le soi-disant coup d'État. Vous avez dit un jeune durant? Durant ce coup d'État, oui, durant les années 1958, il avait à cette époque-là 14 ans, et donc il savait, c'était un homme du peuple. Parce que ce soir, si vous regardez, nous n'avons aucun homme du peuple autour dans ces témoins. Aucun. Maître Logis, sur quel fondement vous basez-vous pour appeler ce témoin là-bas? Car il n'a pas été versé contradictoire pour que les autres parties puissent préparer. Parce que monsieur le juge, je viens de vous le dire, aucun homme du peuple n'a été. En ce cas, Maître Logis, selon l'article 310 du Code de procédure pénale, le président du tribunal est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la Cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 307. Il peut, au cours des débats appelés, au besoin par mandat d'amener et entendre toute personne ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui lui paraisse, d'après les développements de l'alliance, utile à la manifestation de la vérité. Maître Logis, j'autorise votre témoin, monsieur Jean Mancelier, à témoigner à la barre. Merci, monsieur le président. Mais ce témoin, selon l'article 310 du Code de procédure pénale, ne prêtera pas serment et ses déclarations ne seront considérées que comme renseignements. Messieurs les jurés, je vous prie d'en prendre note. Il passera à la fin des témoins appelés à l'audience. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Merci monsieur le juge et merci monsieur l'avocat de la défense pour ce coup de théâtre inattendu. Ce soir, nous ne jugeons pas simplement un homme. Ce soir, nous jugeons un héros de la Seconde Guerre mondiale. Nous jugeons ce soir le père de la Ve République. Ce soir, nous, les enfants de la Ve République, allons juger celui qui a créé la société dans laquelle nous avons grandi, mais surtout dans laquelle nous sommes nés, en parenthèse. Oscar Wilde disait que lorsqu'ils naissent, les enfants regardent leurs parents et les admirent. Lorsqu'ils grandissent, ils les jugent et parfois, ils leur pardonnent. Ce soir, mesdames et messieurs les jurés, il vous revient la lourde responsabilité de juger et de pardonner ou non les actes commis par Charles de Gaulle. Aussi, la grande question que je pose ce soir, c'est que s'est-il passé en 1958? Comment un homme, un seul, pouvait-il être le seul sauveur imaginable dans une situation de crise dans un pays qui compte près de 45 millions d'habitants? Comment est-il possible que dans l'imaginaire collectif se soit construit l'image du héros, l'image de ce sauveur, au point de lui laisser le champ libre et carte blanche pour régler une situation de crise? Notre pays manquait-il d'imagination? En réalité, la vérité est tout autre. Et c'est le sens de l'accusation que j'ai l'honneur de porter devant vous ce soir, celle d'accuser Charles de Gaulle de coup d'État en 1958. Mais qu'est-ce qu'un coup d'État? Là est la grande question. Le coup d'État n'a pas vraiment de définition juridique aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas dans un tribunal ordinaire et nous ne sommes pas en train de juger quelqu'un d'ordinaire. Aussi, à l'image du procès qui a permis
de faire naître la notion de crime contre l'humanité, je vous propose ce soir de faire naître la notion de coup d'État. Et pour cela, cette infraction nécessite plusieurs éléments cumulatifs afin d'être caractérisée. Comment ça se passe en gros? Assez simplement. Suite à une critique virulente du système en place, un homme ou une femme va rassembler entre ses mains les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Et ensuite, il va ériger une nouvelle norme suprême, une nouvelle constitution par exemple, tout en contrôlant l'information et en portant atteinte à la liberté d'expression, notamment et surtout à celle de l'opposition. Rajoutons enfin un élément de contexte, puisque cet événement apparaît généralement dans une situation de crise majeure, le coup d'État sera toujours légitimé par un vote populaire, offrant à la population l'illusion d'avoir un choix, mais qui pourrait simplement se résumer ainsi, moi ou le chaos. L'illusion de transition démocratique en 1958 est donc un mythe que nous allons défaire ce soir. Et si ce n'est pas à 67 ans que l'on commence une carrière de dictateur, je vous ai accusé, il existe encore aujourd'hui, 71 ans après l'instauration de la Ve République, des nostalgiques de cette époque. Il existe encore aujourd'hui des hommes, des femmes, nostalgiques de ces méthodes, au point de vouloir exercer pression et censure afin que ce procès ne pas lieu. Mais c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir sous les ordres de la République. Car de la même façon que nous ne laisserons personne nous dicter ce que nous devons dire et ne pas dire, de la même façon que nous ne laisserons personne nous imposer les sujets que nous pouvons ou ne pouvons pas aborder, ce soir, nous mettrons fin au silence et aux mensonges qui nuisent encore aujourd'hui à la vérité et nous empêchent d'avancer dans une démocratie en tant que communauté, en tant que société. Car c'est lorsque la liberté d'expression est menacée, mesdames et messieurs, que grandissent les ombres d'un passé que l'on voudrait aujourd'hui révolu et que certains voudraient que l'on oublie. Et c'est alors que notre démocratie est en danger. Ce soir, c'est le voile d'une mythification qui doit et qui va se lever, afin de révéler une réalité plus sournoise, celle d'un plan magnifiquement exécuté. Et il vous reviendra, à vous, mesdames et messieurs, les jurés, de reconnaître la vérité logique et implacable, celle de juger coupable. Merci. Maître Jugueur, avocat des parties civiles, vous avez la parole. Le silence. Le silence, c'est ce que l'on n'entend pas. C'est aussi ce que l'on tait. Les victimes des actes du général, elles se sont tues. Le son qu'elles pouvaient produire a été étouffé et elles n'ont jamais repris la parole. Mais sortir ces victimes du silence, c'est oser toucher à l'intouchable. Comment peut-on toucher au général de Gaulle? Comment peut-on toucher à un tel vestige? Comment peut-on toucher à un héros national? Mais je vous demande, ne peut-on pas être un héros un jour et commettre des actes répréhensibles le lendemain? Ainsi, si vous êtes un héros pour avoir sauvé votre voisin d'en face d'un péril certain, cela ne vous empêche pas d'être condamnable pour avoir écrasé celui qui se trouvait à votre gauche. Ou d'être condamnable pour ne pas avoir ouvert celui qui était en danger à votre droite. Nous sommes responsables de nos actions, mais aussi de nos abstentions. De Gaulle, en agissant et en s'abstenant, a fait des victimes. Il y a des victimes de la guerre d'Algérie, emprisonnées, torturées, exécutées. Elles ont subi des préjudices évidemment physiques, mais aussi moraux. Du fait du souvenir que cela laisse. Il y a les harkis, s'étant battus aux côtés de la France,
à qui la sécurité avait été promise en 1961 par le gouvernement français, mais qui n'ont pas eu le droit d'être rapatriés en France à l'issue d'indépendance. Ils ont subi des tortures infâmes, ils ont commis la terreur dans leur propre pays d'origine, et leurs descendants en ont subi les conséquences. Les victimes de cette guerre sont aussi les Algériens qui ont manifesté à Paris le 17 octobre 1961, qui clamaient le droit à l'indépendance, qui voulaient juste se faire entendre. Ils ont été frappés, saignés, jetés dans la Seine, ils sont morts noyés. La République française était censée noyer ses habitants. Il y a également les victimes des essais nucléaires dans le Sahara, ordonnés par De Gaulle. Pourquoi, après tout, quand les négociations des accords d'Évian traînent, ne pas continuer tranquillement à détruire un pays dans lequel on a déjà causé plusieurs victimes? Cela a évidemment causé un préjudice moral avec l'anxiété face au risque de leur chance. Face au risque, leur chance d'en être malade étant considérablement augmentée. Je vous cite le rapport annuel du CEA 1960 qui a montré l'existence d'une zone contaminée de 150 km de long environ. Enfin, les autres victimes de De Gaulle se trouvent être les anciennes colonies françaises qui, en dépit de l'autodétermination des peuples consacrée par la Charte des Nations Unies, sont restées sous tutelle, comme le Gabon ou encore le Cameroun. Les dirigeants le savent, le cacao ça rapporte, l'uranium aussi, le pétrole également. Alors, monsieur De Gaulle, vous avez construit une constitution qui vous protège via les articles 67 et 68 de la Constitution, c'est habile. Et puis, difficile d'invoquer la responsabilité de l'État, puisque le Conseil d'État lui-même considère que le refus de rapatriement des Algériens est un acte de gouvernement insusceptible de passer devant un juge. Il l'a dit en 82. Mais alors, il a dit en 2018, pardon, il a dit en 82, en revanche, que vous deviez répondre de vos actes, qui que vous soyez. Les victimes ont le droit de se faire entendre par un juge. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous. Merci de les entendre. Maître Doji, avocat de la défense, vous avez la parole. Il s'appelait Daniel Casanova, Ségeni Habib, Jules Moche. Ces noms ne vous disent peut-être rien, ou alors pas grand-chose. Mais pour autant, tous les trois ont eu une histoire pour le moins tumultueuse avec le général de Gaulle. Tantôt résistante communiste durant la Seconde Guerre mondiale, tantôt harki s'étant battu pour la France, ou encore un député socialiste ayant voté l'investiture du général de Gaulle le soir du 1er juin 1958. Ils ont tous les trois des points de discordance, c'est vrai, avec le général de Gaulle, il faut l'admettre, mais aussi des points de concordance, et ça il faut le rappeler. Tous les trois ont pu se sentir trahis à un moment par lui. Mais de là à l'imaginer, aujourd'hui sur ce banc des accusés, la marche est haute, trop haute. Pour résumer ce procès, on peut dire une chose. Pour l'accusation, c'est quelques jours de crime, et pour la défense, c'est 79 ans d'histoire. Pourquoi décider de l'accuser sur des fondements juridiques qui n'existent pas encore? Pourquoi l'accuser alors même qu'il apparaissait aux yeux des gens jusque-là, ou tout du moins de la majorité, comme le sauveur de la France, comme celui qui a su réinstaurer une république stable, comme celui qui a fait primer le peuple sur sa personne, pour éviter que la France ne sombre dans une crise, dans une guerre civile, ou pire, dans un coup d'État militaire? La réponse à cette question tient très certainement parce que vous êtes ambigu, monsieur le général de Gaulle. Oui, vous êtes ambigu. Vous êtes ambigu dans vos paroles, vous êtes ambigu dans vos pensées, vous êtes ambigu dans vos idées. Mais cette ambiguïté est normale, mesdames et messieurs. Oui, elle est. Parce que vous avez dû agir là où d'autres se sont contentés de faiblir. Vous avez dû avancer là où d'autres ont reculé. Et vous avez appelé le peuple lorsqu'il vous a réclamé. Cette ambiguïté était plus normale au vu du contexte dans lequel vous avez dû intervenir. Le chaos menacé, la République était instable, ou encore la France était dans ses années sombres. Pour éviter que la France ne soit aux mains de despotes, de tyrans, ou encore de dictateurs, il vous a fallu parfois prononcer des discours, il est vrai, ambigus,
Mais tout ça pour éviter plus de morts qu'il n'y en avait déjà. Ce qui est contesté ce soir, c'est donc les décisions du général de Gaulle, mais aussi ses intentions. Ces décisions, car certaines peuvent être critiquables, certes, mais comme toutes les décisions qui concernent la politique, qui peut se lever, venir devant moi, et me dire maintenant que tous les gouvernements successifs qu'il a connus ont pris seulement des bonnes décisions? Personne. Personne. Quant à vos intentions, monsieur le général de Gaulle, cette ambiguïté est toujours présente. Car au fond, chacun d'entre nous veut percer le mystère ce soir de votre fort intérieur et voir ce qui a pu transpercer vos pensées lorsque vous étiez dans le désert de solitude que vous avez traversé. Maître, veuillez conclure. Vous avez cherché cette oasis, mais cette oasis, il n'était pas un miracle, il était bien réel. Et il peut se résumer en ces quelques mots. La France a été accablée, meurtrie, que ce soit par les guerres ou les révolutions, mais c'est toujours relevé sans relâche par la force de son espérance que vous avez su conduire, monsieur le général de Gaulle, tout au long de votre existence. Mesdames et messieurs, membres du jury, nous allons maintenant passer à la phase d'audition des témoins. Avant cela, étant donné qu'un cinquième témoin s'est déclaré de manière impromptue, je tiens à poser les bases pour les avocats et monsieur le procureur. Vous aurez chacun une question par orateur. Merci. Monsieur Mitterrand, vous êtes appelé à la barre. Merci, monsieur le juge. Monsieur Mitterrand, veuillez vous présenter. Je suis François Mitterrand, né le 26 octobre 1916. Me connaissent parce que j'ai été le 4e président de la 5e République française. Beaucoup moins me connaissent pour mon passé, vichisto-résistant, au cours duquel j'ai pu rencontrer Charles de Gaulle. J'ai toujours admiré ce don qu'il avait fait de sa personne à la France. Cependant, je n'ai jamais hésité à l'affronter, notamment sur la question des institutions de la Ve République, ou encore lors de l'élection présidentielle de 1965. Je suis encore là ce soir pour m'opposer, non pas à l'homme, mais aux actes. Vous avez terminé? J'ai terminé. Vous la parole. Monsieur le procureur. Monsieur le Président, merci de nous faire l'honneur de venir ce soir. Vous qui avez vécu la transition vers la Ve République, vous qui avez écrit le coup d'État permanent, dans lequel vous êtes très critique de la façon dont s'est déroulée cette transition vers la Ve République, pouvez-vous nous parler un peu plus de la façon dont vous avez vécu la naissance de la Ve République? Mais, tout d'abord, je n'ai pas été consulté, aucunement, à aucun moment, comme toute l'opposition. Jamais le Charles de Gaulle n'a fait appel à moi. Cette constitution a été écrite sans aucune consultation de l'opposition. Cette façon d'avoir, j'ose dire, pris la France en otage, de nous faire un chantage pour la nation, de s'imposer comme le seul recours possible face au chaos, comme vous l'avez dit. Non, cette transition a été vécue difficilement, sans que nous puissions nous imposer fermement, imposer nos idées à cette... Pourrait-on insinuer que ce processus ne soit pas réellement digne de régime démocratique? Écoutez, ce n'est pas une dictature. En tout cas, ça n'en a pas le nom. Cependant, ces institutions créées
lors de cette constitution, j'entends par là la Cour de sûreté, ou cette action nommée le droit d'offense au chef de l'État, sont quand même synonymes d'un régime où la démocratie est peu mise en avant. J'ose dire, Et terminer rapidement le général de Gaulle a peut-être non pas commencé une dictature à l'âge de 67 ans, mais s'y ressemblait beaucoup. Si ce n'est pas une dictature, alors comment appelez-vous un pays avec un président militaire qui a tous les pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télé et toute l'information contrôlée par l'État? J'appelle ça la France. C'est pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Merci, monsieur le procureur. Merci. Vous avez raison. Merci. Place au point d'interrogatoire. Maître Logis. Monsieur Mitterrand, vous venez de dire prendre la France en otage. Mais est-ce que vous pouvez dire devant cette cour que vous n'avez pas pris la France en otage lors des affaires telles que Rainbow Warrior, l'affaire Durba, ou encore la légalisation en 1956 de la torture en Algérie? Je n'ai jamais pris la France en otage, mais Et vous pouvez répondre justement à ces choses-là. Est-ce que pour vous c'était des choix? je réponds à votre question, je n'ai jamais pris la France en otage. Et je vous en pose une autre. Est-ce que les affaires, si vous écoutez, vous serez l'affaire Rainbow Warrior, l'affaire Durba et la légalisation en 1956 de la torture en Algérie, est-ce que pour vous c'était des choix ou seulement de la politique? Des choix et politiques ont des fois de pair, Des fois oui, et des fois non. et donc Vous verrez bien. vous êtes très fort en politique, mais là monsieur, ce n'est pas de la politique que nous faisons. Non, nous C'est sommes de la dans un justice. procès pour des raisons plus justifiées. Donc puisque vous ne voulez pas répondre, je vais changer de question. Comment est-ce que vous justifieriez les applications de la peine de mort que vous avez faites en Algérie en tant que garde des Sceaux français, seulement et seulement pour ceux qui voulaient l'indépendance de l'Algérie et pas pour les autres? Écoutez, où est le problème? C'est une question, oui, vous avez raison de soulever. Donc le seul problème que vous trouvez, c'est juste qu'ils veulent l'indépendance de l'Algérie. Non, je suis pas d'accord. Alors pourquoi faire la différence entre ceux qui voulaient l'Algérie et ceux qui ne la voulaient pas? Mais, monsieur, Je vous écoute. et vous défendez bien le camp de ceux qui s'adressent à tout le monde en disant que vous avez compris. Moi, j'étais fervent d'une Algérie indépendante. Pourquoi? Pour la Et de là à tuer des gens et accepter la peine de mort. Écoutez, monsieur, Donc parce que je suis fervent de l'Algérie française, je vais tuer tous ceux qui s'y opposent. des horreurs ont été commises pendant la guerre d'Algérie, j'en conçois, mais ne me remettez pas tout sur le dos. Je ne vous remets pas sur le dos, monsieur, je vous parle d'un seul fait pour le moment. Mais j'en aurai une longue liste si vous voulez qu'on en discute à la fin. Et discutons-en, moi je ne vais pas me justifier sur des choses qui ont été prises dans des temps de crise. Pour vous, c'était un temps de crime. C'est d'ailleurs pour ça que la Ve République a été créée, parce que l'Algérie, la crise algérienne, c'est une forte crise politique. Ça justifie également ce pourquoi vous êtes là ce soir. Oui, c'est vrai. Il est vrai. Mais donc, je reviens sur ma question. Était-ce des choix ou était-ce une pure intention politique? Si vous voulez savoir, c'était des choix. Des choix. Des choix. Donc des choix, la torture des gens, c'était un choix. Écoutez, comme je vous ai dit, ces mesures ne peuvent pas m'être imputées qu'à moi-même. Non pas, en plus, vous n'avez pas la connaissance de tout ce qui allait être infligé à ces personnes. Soyez digne de votre fonction. C'est pas dit que je vous, mais de détourner le procès, de m'accuser moi de torture. Je ne détourne pas le procès, monsieur, j'essaie juste de comprendre ce que vous faites là. Maître Mais Logis. de même, Veuillez écouter l'interrogatoire. Je pense que ça va être terminé. Monsieur Mitterrand, merci. Vous allez vous asseoir. Monsieur Winston Churchill est appelé à la barre. Monsieur Churchill, présentez-vous s'il vous plaît. Dandy, D-A-N-D-Y, cultivé, orthographié par politicien expérimenté dans l'extravagance. Je vous salue également. Ravi d'être ici, dans ces lieux de justice. Une justice qui, d'ailleurs, je l'espère, règnera tout au long de ce procès, sans laisser part à de vives bassesses que l'on peut aisément supposer accorder à de
méchante personne. Accusant sûrement l'un des plus grands libérateurs de cette ère, j'ai nommé Monsieur de Gaulle. Alors, pour ceux qui restent dans le flou, je suis un ancien locataire de 13 Downing Street et une carrière politique longue, comme l'a cru en 2008, Winston Churchill. Merci, monsieur Churchill. La défense. Monsieur Churchill, après avoir reçu Monsieur Mitterrand, politicien, j'espère que vous ne pratiquerez pas autant la langue de bois que lui. Hormis, le général de Gaulle et vous aviez une relation, disons, tumultueuse, on peut dire. Mais, quand même, vous travaillez ensemble, aussi. Il est vrai, notre relation fut tumultueuse. Alors, le général de Gaulle, je l'ai rencontré lorsqu'il est venu à Londres, à la suite de la drôle de guerre. Enfin, pas drôle de guerre, drôle de bataille, bataille de France même. Car la guerre de longue année, de côté d'ailleurs. Alors oui, tumultueuse, malgré le fait que depuis le début, je l'ai énormément apprécié. Nous déjeunâmes de nombreuses fois ensemble, c'est quelqu'un que j'estime énormément. Alors comment le décririez-vous devant cette audience ce soir? Ah, En quelques mots. la question est très simple. Comment décrire quelqu'un qui, par deux guerres et par aussi sa vie entière, donna son âme et son existence pour trois couleurs, les couleurs de son drapeau? Eh bien, messieurs, dames, c'est très simple. J'appelle ça un héros. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'on le surnomme le plus illustre des Français. Et donc, si on en revient vraiment au procès en lui-même maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ces accusations de coup d'État? Une réponse concise, monsieur. Le vif bassesse, David. Je pense qu'il doit être très agacé par cela d'ailleurs. Je trouve ça ridicule. Par plusieurs fois, durant le rappel du général de Gaulle à la Constitution, il a soumis son mandat et cette nouvelle Constitution au peuple et aux élus du peuple. Alors, vous appelez ça dictature? J'appelle ça la démocratie. Merci, monsieur Dolby. Ouais. L'accusation. Les maîtres logis, si vous montrez encore une fois irrespectueux comme cela, ce sera outrage à magistrat. Monsieur Churchill, j'aurais préféré vous voir dans d'autres conditions. J'aurais été ravie de parler des négociations concernant le Brexit avec vous. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Alors nous allons y refaire. Dites-moi, l'Angleterre, à votre sens, doit-elle avoir honte de ses actions colonialistes? Je ne vois pas pourquoi on parle de l'Angleterre ici. Monsieur de Gaulle était Premier ministre d'Angleterre? Non, Monsieur de Gaulle n'était pas Premier ministre d'Angleterre, mais disons que l'Angleterre et la France ont certains points communs. Alors j'aimerais votre avis sur la colonisation. Le général de Gaulle a proposé l'autonomie à des colonies. Vous allez comparer cela avec l'Angleterre, que je l'assume, à une politique quelque peu excentrique. Donc pour vous, le général de Gaulle a proposé l'indépendance à des colonies et il leur a donné? Bien évidemment. Bien évidemment. Donc C'est limpide. quand on fait modifier la constitution gabonaise pour y placer un dirigeant qui nous arrange, on laisse l'indépendance au peuple, on le laisse s'autodéterminer, on le laisse se révolter quand l'armée française est présente là-bas. Pourquoi est-ce que l'armée française est présente là-bas? Je vous demande. Je ne connais pas tout le dossier. Vous savez, moi, le Gabon, je ne suis jamais allé. Je ne connais pas tout le dossier, bien évidemment. Mais je pense sincèrement que lorsqu'un peuple, une nation a une constitution à elle, et qu'elle peut bien évidemment la réaliser toute seule, à mon avis, la France n'est pas non plus... Nous entendons, monsieur Churchill, nous entendons. Eh bien, dans ce cas, j'ai pris en considération votre point de vue. De Gaulle a laissé les peuples avoir leur autodétermination en imposant des dirigeants. Maître Lucquer, ce n'est pas une question. J'ai terminé. Allez vous asseoir. Monsieur le procureur? Oui, bien sûr. Monsieur Churchill, bonsoir. Hello.
Pendant votre propos introductif, vous avez encensé Monsieur de Gaulle comme étant le plus illustre des Français, un homme saint à vos yeux. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre relation avec lui pendant la Seconde Guerre mondiale, s'il vous plaît? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au départ, j'ai énormément apprécié. On a déjeuné souvent ensemble et j'estimais beaucoup. Après, force est de constater que notre relation fut quelque peu tumultueuse, vous le savez, par les médias et nos prises de parole publiques. J'ai peut-être plusieurs fois menacé d'envoyer loin de l'Angleterre ou de le tuer, certes. Oui. Mais je vais vous dire quelque chose de très simple. En temps de guerre, et je pense que pour parler de guerre, je suis légitime, j'en ai quand même fait les deux. En temps de guerre, chaque homme fait passer son intérêt personnel avant ceux des autres. Le mien, vous vous en doutez, c'était la victoire contre l'Allemagne nazie. Vous avez dit que vous laissez passer votre intérêt personnel avant Laissez-moi finir. Ok. Celui du général de Gaulle était quelque peu différent. Oui. C'était la victoire totale, mais avant tout, c'était la victoire de la France. Et cet amour fou qu'il avait pour son pays engendra quelques petites disputes entre moi-même et mon cher ami, ainsi qu'avec M. Roosevelt. Vous en pensez? Très bien. Je n'ai pas d'autres questions. Merci, M. Churchill. Merci. Merci, Monsieur Churchill. Tout va aller bien. Le général Raoul Salan est appelé à la barre. Mon général. Non. Présentez-vous. Je m'appelle Raoul Salan, général des armées en Algérie. J'ai participé à plusieurs guerres, dont la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine et bien évidemment l'Algérie. Que l'on soit bien clair, je ne suis pas gaulliste. Mais je croyais en Charles de Gaulle. Je croyais en lui, ainsi que tous les Algériens en 1958, dont c'était ma responsabilité de les protéger. Je comptais sur cet officier saint-cyrien, parce que je pensais qu'il conserverait l'Algérie telle qu'elle aurait dû toujours l'être. L'Algérie française! Merci, merci, Monsieur le Général. Maître Jucker, vous avez la parole. Pour des questions cette fois-ci. Monsieur Salan, était-il établi clairement que l'accusé devait garder l'Algérie française? Il avait été établi, avec les proches de l'accusé venant de Paris, que seul un gouvernement de salut public, avec à sa tête Charles de Gaulle, pourrait garder l'Algérie française. Dès lors, l'accusé savait pertinemment les raisons de notre soutien. J'ajoute que le 6 juin 1958, à Mostaganem, l'accusé prononça un discours et termina par ces mots en scandant à la foule « Vive l'Algérie française !» Alors à partir de là, ou bien le général est sénile, ou bien c'est un lâche, mais dans les deux cas, cela fait de lui un serviteur indigne de la France. Vous vous êtes senti trompé, donc? Vous savez, j'ai passé toute ma vie à défendre mon pays. J'ai mené des hommes, et pour savoir commander, il faut savoir servir. Je reste un serviteur de la France. Cette France, c'est sa métropole, oui, mais c'est aussi son empire. Son empire que nous étions si fiers d'avoir en juin 1940. Cet empire que nous étions si fiers d'avoir par l'accusé même lors de son appel au 18 juin. Et pourtant, il a craché sur ses territoires et sur ses habitants. Alors oui, je me suis senti trahi. Me trahir moi impliquait de trahir toute l'Algérie française. Et c'est ce qu'il a fait. Dernière question. Pourquoi cette trahison d'après vous? Écoutez, je dirais, par soif de pouvoir, l'occasion à nouveau de revenir sous le feu des projecteurs, mais comme d'habitude, loin du feu des combats. Vous savez, lorsqu'on a connu la France du courage, on n'accepte jamais la France de l'abandon. Et c'est pour cela que je me suis révolté. Oui, je me suis révolté. J'ai contesté la politique prise par cet homme. J'ai contesté l'État que je servais, tout comme l'accusé 20 ans auparavant. Car oui, mon action n'a été que l'action parallèle à celui du général de Gaulle lors du 18 juin 1940, à une différence près. Moi, on m'a condamné pour cela. Merci, monsieur. Merci, monsieur le juge. Merci, maître.
Maître Doji, à vous la parole. Monsieur Salan, la première question est simple. Est-ce que votre témoignage aujourd'hui devant nous est lié au fait que le général de Gaulle, que vous disiez pourtant bien connaître... J'avais dit ça. Oui. Je n'étais pas gaulliste. Je n'ai pas prétendu le connaître. Mais si vous avez passé du temps avec nous, c'est que vous connaissez. Pas de souci là-dessus. Connaître. Vous disiez le connaître. Veuillez parler plus fort. Vous disiez le connaître. Et pour autant, vous vous êtes senti comme surpris. Alors que pour autant, c'était de la politique qu'il faisait. Vous savez qu'en politique, des amis, on en a très peu. Il ne s'agit pas de politique lorsqu'on est militaire, monsieur. Il s'agit d'engagement. Il s'agit d'une famille. Il s'agit de croire que l'on défend son pays. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc défendre son pays jusqu'à aller à un coup d'État, pour vous, c'est toujours le défendre. Ah non, je n'ai pas fait un coup d'État. J'ai Non, fait vous avez une tenté. insurrection, monsieur. Une insurrection pour laquelle j'ai été déjà condamné. Ah, par mais le je n'ai procès jamais dit le fait par contraire. monsieur. Je n'ai jamais dit que vous n'aviez pas été condamné. Je le sais que vous avez été condamné, et tant mieux. Et une différence, monsieur. Ce n'est pas mon coup d'État. C'est notre insurrection. Je n'ai pas été seul, comme l'accusé. Je n'ai pas prétendu instaurer un nouveau régime tourné vers ma personne. Non, je n'ai fait que défendre l'intégrité du territoire, chose qui s'était déjà produite en 1940 et chose que l'on se doit lorsque l'on est un militaire. Le fait que vous disiez que vous étiez plusieurs pour faire cette insurrection, comme vous dites, mais c'est un coup d'État, c'est vrai que ce n'est pas anodin, puisque pouvez-vous nous dire la portée de votre parole dans votre groupe de carterons, de généraux en retraite? Quel était votre impact à vous personnellement sur vos trois compères? Nous sommes mis d'accord, tous les quatre, pour tenter de garder l'Algérie française face à l'abandon, au retournement de Pourtant, veste monsieur, de notre général de Gaulle. monsieur, la plupart des témoignages sur ces faits énoncent que vous n'aviez rien à dire dans cette débat-là, que c'était monsieur Jouot, Chal et qui gérait tout, les deux. Ah, et à ce moment-là, si j'avais un rôle mineur, pourquoi votre général m'a-t-il accusé et condamné? Je vous pose la question. Mais Jouot n'a-t-il pas été accusé? La différence, c'est que, comme vous l'avez dit, il a été actif. Moi, apparemment, pas. Il a été accusé. Merci. Et moi, j'ai été condamné. Monsieur le général, vous étiez un acteur de cette crise institutionnelle en 1958. Lors de l'opération Résurrection, qui devait voir l'arrivée de troupes militaires pour encercler Paris et arrêter le Parlement, Monsieur de Gaulle savait-il que vous deviez le mettre à sa tête et était-il d'accord? Il avait connaissance de toutes les opérations qui se préparaient avec les personnes en Algérie qui faisaient le relais via Paris et via sa demeure à Colombey et les deux églises. Il n'a pas exprimé de souhait pour une action militaire. Il a exprimé via des intermédiaires qui se disaient rapporteurs des paroles du général de Gaulle, qui étaient proches de lui. Je pense notamment à Monsieur Delbecq. Monsieur Delbecq. Et ce sont des condits. Le général était en contact avec eux. Le général n'est pas présent en Algérie juste en juin 1958. Vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves, bien sûr que si. Vous n'avez pas de preuves versées au débat. Ma personne, je pense, suffit. C'est le rôle d'un témoin. Mon général, veuillez aller vous asseoir. Monsieur le Président. J'appelle à la barre Madame Yvonne de Gaulle. Madame de Gaulle, présentez-vous. Je me nomme Yvonne de Gaulle. Je suis l'épouse de Charles, qui est également le père de mes enfants. Un père bon et aimant, comme il l'a été pour cette France devant laquelle il se trouve aujourd'hui traîné en justice. Merci madame. Maître Doji, oui, vous avez la parole. Madame de Gaulle, est-ce que
parce que vous étiez celle qui était le plus proche du général, vous pourriez nous parler de son état d'esprit général entre 1940 et 1958. Pour faire plus simple, quelles étaient ses idées, ses pensées? Eh bien, en 1940, il nous a rapatriés, mes enfants et moi, en Angleterre pour nous protéger de cette bataille, comme l'a nommé Winston Churchill, afin de nous éviter probablement une mort certaine, car vous le savez, une guerre fait des morts parmi les civils. Et effectivement, oui, il avait cette volonté de libérer la France, de libérer ce pays qui lui était cher. Et lorsque on lui a refusé la constitution qu'il proposait, eh bien, il a accepté, parce que c'est cela la démocratie. Il a accepté, et il est venu avec moi, à mes côtés, oui, à la boiserie. Et oui, il a accepté, c'est ça le mot que j'utiliserai. En 1958, monsieur le procureur l'a rappelé, il y a un élément moral dans une infraction. À ce moment-là, quel était son état d'esprit à lui? Est-ce qu'il avait l'intention de commettre un coup d'État, comme on laisse penser? Eh bien, pas du tout. En vérité, il était même hésitant. Nous en avons beaucoup parlé, nous en avons discuté entre nous, mais le choix a été fait qu'il accepte de revenir pour la France, pour protéger ce pays qu'il a aimé, qu'il aime toujours et qu'il a libéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce côté un peu plus sombre qu'on connaît moins et qui pourtant chez chaque homme existe? Un côté sombre, je n'irai pas jusque-là, à moins que vous n'évoquiez parmi un côté sombre un homme qui fait du vélo avec sa famille, qui déguste les tartes que je fais, qui parfois râle parce qu'elles sont un peu trop chaudes, mais si c'est cela que vous appelez un côté sombre, alors oui, mon mari avait un côté sombre. Monsieur le procureur. Oh, certainement. Certainement. Bonsoir, madame. Vous avez dit que monsieur Charles de Gaulle était bon et aimant comme il l'était pour la France. Bon, hormis les violons, est-ce que vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît, ce que vous entendez par bon et aimant pour la France? Eh bien, je pars du principe qu'un homme qui est venu libérer son pays est un homme bon et aimant, oui. D'accord, très bien. Et donc en 1958, il ressauve son pays, et donc il est bon Ce et pays aimant. qui l'a rappelé. Son pays qui l'a rappelé, très bien. Deuxième petite question, madame. En 1940, vous dites que vous avez été rapatrié en Angleterre. Par De Gaulle, vraiment? Eh bien oui, parce qu'il a fait parvenir une lettre à notre tante dans laquelle il y avait des billets pour un ferry. Et c'est lui qui a préparé ces billets, c'est lui qui a envoyé cette lettre, et c'est lui qui a permis que nous partions vers l'Angleterre. Très bien. Nous n'avons donc pas les mêmes informations. Visiblement mais non. Non, visiblement non, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. En réalité, j'ai pas d'autres questions. Oh, mais mon dossier est tout vu, mais en réalité, j'ai pas grand chose à vous dire, madame. Donc, on peut m'arrêter là. Merci. Parfait. Maître Juguer, avez-vous des questions? Maître, pardon. Il a été dit de vous que vous auriez suivi De Gaulle jusqu'en enfer. Considérez-vous que c'est vrai? Bien sûr, j'aime passionnément mon époux, avec sincérité, et je lui ai été toujours d'une fidélité sans faille. N'a-t-il pas mis l'enfer sur terre en quelques endroits? Absolument pas. Donc les harkis n'ont pas subi d'enfer, à votre sens? Je ne connais aucun harki et je ne me permettrai pas de me prononcer sur des propos politiques. Veuillez parler plus fort, s'il vous plaît. Je ne me prononcerai pas sur des propos politiques étant donné que je ne fais pas de politique. Donc la mort des gens est uniquement politique? Je n'ai pas dit cela, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Monsieur Joseph, vous prie de vous taire jusqu'à la fin du procès. Merci. Vous estimez votre époux coupable? Qu'est-ce que vous entendez par là? Développez votre propos. Coupable d'actes qui ont commis des atrocités, plusieurs êtres humains? Non. On dit souvent que l'amour rend aveugle, c'en est la preuve.
Monsieur Jean Mancelier est appelé à la barre. Monsieur Mancelier, merci d'être venu. Je vous prierai de parler bien fort et je laisse la parole à Maître Doji. Bonsoir, monsieur Mancelier, et merci de venir nous éclaircir de votre témoignage. Où étiez-vous durant l'année 1964? Et donc, vous faisiez... Vous avez demandé une question. Vous m'avez demandé une question par témoin. Depuis le début, ça n'a pas été respecté. Une question par orateur. Une question par orateur pour monsieur Jean Mancelier. J'ai donné les règles avant les témoins. Alors, monsieur, me permettez-vous de recommencer ou pas? D'en faire une seule question. Merci. Monsieur Mancelier, quel était, selon vous, qui faites partie du peuple, l'état d'esprit de cette société et de ce peuple en 1958? Que pensiez-vous de De Gaulle à ce moment-là? Moi, j'avais, à l'époque, 14 ans. Dans nos campagnes, on entendait parler, mais que du bien. Que du bien. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Et les voisins, les parents en parlaient. Bon, j'étais gamin, moi. Mais c'était un super homme. Voilà. Et libérer la France. Merci. Merci, monsieur. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, monsieur. Monsieur Mancelier, je vous poserai bien une question de fond, mais en réalité, j'en ai qu'une seule à vous poser. Pouvez-vous nous rappeler le lien de parentalité que vous avez avec monsieur l'avocat de la défense? Veuillez répondre à la question, monsieur. C'est mon petit-fils. Maître Juquet, vous avez une question? Oui. Bonjour, monsieur. Pensez-vous qu'à 14 ans, on a conscience de toutes les réalités politiques? Tout à fait. Merci, monsieur Mancelier. Mesdames, messieurs, membres du jury, la phase d'audition des témoins est maintenant terminée. Nous allons maintenant pouvoir parler au principal intéressé du procès. J'appelle monsieur De Gaulle à la barre. Monsieur De Gaulle. Monsieur le Président. Veuillez vous présenter. Je suis donc Monsieur Charles de Gaulle, dernier président du Conseil de la 4e République, premier président de la 5e République et également général des forces armées françaises. Ce pourquoi je ne regirai jamais mes agissements, mais je pense que les questions permettront d'éclaircir tout cela. Merci, merci monsieur De Gaulle. Rien. Je laisse la parole à Maître Juquet. Ou à monsieur le procureur. Peu importe. Je vois que vous avez peur, messieurs. Monsieur De Gaulle, vous êtes accusé en ce procès et je vous prierai de ne pas provoquer les gens, car c'est vous qu'on condamnera peut-être ce soir. On ne me condamne pas, monsieur. Maître. Vous êtes un des pères de la Constitution de 1958, n'est-ce pas? Oui. Estimez-vous qu'il vous est arrivé de la violer? Écoutez, je vais vous répondre très honnêtement. Non, je ne pense pas avoir violé la Constitution. Mais en effet, de manière anachronique et peut-être avec le recul, estimerez-vous que je l'ai fait. Mais sans doute avec de bonnes raisons, si tel est le cas. Parce que j'ai toujours placé l'intérêt de ma nation avant le mien. Estimez-vous alors que faire réprimer de manière sanglante des manifestations
est contraire à la Constitution? Oui, madame, je le pense, et je vais vous répondre, je sais à quoi vous faites référence. Je condamnerai toujours les agissements violents qui pourraient causer la mort de mes concitoyens. Et je vais vous dire, je ne suis pas responsable des agissements de monsieur Pimpon, qui était à l'époque préfet et qui a en effet commis des atrocités, madame. Mais allez demander à monsieur Macron s'il est responsable de tous les agissements de monsieur Castaner. Et il vous répondra qu'un homme n'est pas responsable de tous les agissements. Monsieur, qui nomme les préfets? La présidence de la République. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous nommez quelqu'un que vous contrôlez ses actes. Mais c'est vous qui avez demandé de réprimer Non, la madame. manifestation Sharon, si c'est vous. Non, madame, j'ai demandé de contrôler une manifestation, pas de la réprimer. Tiens, bon. Ah oui, tiens donc. Je sais ce que j'ai fait quand même, madame. Mieux que vous, apparemment. Soit, vous n'y êtes pour rien, vous fermez les yeux, vous n'agissez pas et vous mentez. Bah, Vous aimez je vois pas la l'Afrique? question, là, madame. Vous aimez l'Afrique? Oui, j'aime l'Afrique, madame. Mais je pense que c'est une question très intéressante. Dernière question. Soit, j'entends alors qu'aimer c'est dominer. D'accord, madame, merci beaucoup. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci. Monsieur de Gaulle, Monsieur le procureur. vous savez ce que vous faites, mais savez-vous qui vous êtes? Je vais préciser ma question. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une question, je vais donc la préciser. Monsieur le général, quand êtes-vous devenu officiellement général? Vous voyez, monsieur le procureur, il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai 129 ans. Alors, je vous le demande à tous, est-ce que vous vous rappelez de toutes les dates de votre vie à 129 ans? Très bien, monsieur, je vais vous aider dans ce cas. Aidez-moi, monsieur. Oui, vous avez été nommé général de brigade par intérim, donc à titre temporaire, en mai 1940. Vous avez ensuite été envoyé à la retraite. Monsieur le juge, quels sont les intérêts de ces questions, s'il vous plaît? Je veux simplement me remettre en lumière une vérité, monsieur. Vous êtes ensuite envoyé à la retraite et n'avez jamais exercé de fonction militaire depuis. Alors pourquoi vous faites-vous appeler par un grade que vous n'aviez simplement qu'à titre temporaire par intérim? Je peux répondre? J'ai fini. Ah bah très bien. Monsieur le procureur, vous voyez, le monde est fait de plusieurs conflits, et le temps également. Et si je suis nommé général, c'est parce que, comme vous le dites, je l'ai été. Et je crois également que si on parle de manière morale et militaire, n'ai-je pas écrit un livre au lendemain de la Première Guerre mondiale dans lequel j'ai étayé toutes les failles de l'armée française? Oui ou non l'ai-je fait? Donc quand on écrit un livre, on peut devenir général? Non, mais qu'on écrit un livre et qu'après, nos dirigeants ne l'ont pas lu, ne l'ont pas appliqué et que l'armée nazie vient nous déborder de cette manière, c'est peut-être la preuve que si je n'étais pas général, en tout cas j'avais bien vu la lecture historique de la France, monsieur. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, de respecter mon grade. Parce que nous ne sommes pas là pour faire le procès de mon grade. Monsieur, je respecterai le grade que vous avez officiellement, Merci. qui n'est pas celui de général. Appelez-moi monsieur le président dans ce Monsieur cas. le colonel dans ce cas. Oui, monsieur le président. S'il vous plaît, monsieur le procureur, allez vous rasseoir. Maître Doji, vous avez la parole. Monsieur de Gaulle, il y a quelque chose qui me paraît étonnant, parce que c'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. C'est votre intention dans les débats, dans les agissements qui font débat aujourd'hui. Quelle était votre intention? Je vais vous répondre, monsieur Doji, maître Doji, parce que j'entends depuis tout à l'heure des propos qui me semblent tout à fait contraires à l'histoire et à ma vérité. Plein de gens ici parlent et déclarent ce que j'aurais pu penser. Je pense être le plus apte ici à savoir ce que je pensais. Et, en l'occurrence, remettons-nous dans le contexte en 1958. Cela faisait près de 12 ans que j'étais retiré avec ma femme, aimante, et croyez-le ou non, je me plaisais dans cette vie. Je n'ai jamais été un homme avide de pouvoir ou cupide de réussite. Et je vais vous dire, je souris quand je vois le général Salop qui m'accuse ce soir. Parce que ce qu'il se passe en 1958, mes chers concitoyens, c'est qu'on m'appelle et on me dit, monsieur de Gaulle, si vous ne reprenez pas le pouvoir légalement, l'armée marchera sur Paris, écoutez bien, avec ou sans vous. Alors ce soir, on m'accuse de coup d'État. On m'accuse d'avoir trahi la nation que j'ai défendue. Mais mesdames et messieurs, le coup d'État, je ne l'ai pas fomenté. Le coup d'État, je l'ai empêché. C'est faux.
Monsieur Mitterrand, je vous prie de faire silence jusqu'à la fin du procès. Maître Dogy, vous pouvez reprendre. Merci. Est-ce que vous pensez honnêtement qu'en 1958, vous auriez pu faire autrement pour sauver la France, qui vous appelait à ce moment-là? Monsieur de Gaulle, Monsieur Dogy, pardon. Là, vous voyez, on va me dire que je suis égocentrique. Monsieur Maître Dogy, la France, en 1958, comme je viens de le dire, il y avait un double contexte. Il y avait le contexte extérieur, avec en effet les événements et la guerre d'Algérie, et il y avait le contexte intérieur. Et le contexte intérieur, c'était quoi? C'était une 4e République qui était moribonde. Et vous voyez, on me prête, j'ai entendu tout à l'heure, des propos de dictateurs. Mais je vais vous rapporter cette anecdote, mesdames et messieurs. Savez-vous, au moment des élections présidentielles de 1965, dont je rappelle que le peuple m'a élu, contrairement à François Mitterrand, eh bien, en 1965, mon ministre de l'Information à l'époque vient me voir et me dit « Monsieur de Gaulle, j'ai préparé pour la campagne présidentielle un temps de parole ainsi fait. 50% pour la majorité, c'est-à-dire moi, et 50% pour l'opposition. Savez-vous ce que j'ai fait, mesdames et messieurs? Sans doute pas. J'ai répondu à mon ministre de l'Information, non, nous sommes dans une démocratie, chaque candidat aura le même temps de parole, et dans cette élection démocratique, qui a été élu par le peuple? Pas Monsieur Mitterrand. Est-ce que vous pourriez nous éclaircir sur votre état d'esprit durant toute votre carrière? Je n'ai qu'un mot à dire. France. Ben oui, mais je suis désolé, messieurs, mais c'est la vérité. La France, c'est ce qui m'a motivé. Ma France et ma femme. Voilà ce qui a motivé ma vie, mesdames et messieurs. Parce que, en 1940, vous croyez qu'un lâche, M. Salon me qualifie de lâche, mais quel lâche serait parti à Londres et organiser la résistance? Quel lâche serait parti défendre les Français au gré des bails nazis? Et quel lâche, mesdames et messieurs, serait revenu de sa tranquillité à Colombey pour créer une république pour laquelle il sera critiqué? Mais le savez-vous, monsieur le procureur, madame l'avocate? Si vous êtes là ce soir, c'est aussi grâce à la 5e République qui garantit vos pouvoirs. Je n'ai jamais cumuler les 3 pouvoirs de manière définitive, parce que si j'avais cumulé les 3 pouvoirs, si j'étais un despote, ce procès n'aurait pas lieu. Et si je suis là, c'est parce que je veux mon procès, je veux la justice, je veux la vérité. Voilà. Monsieur le général, enfin monsieur le colonel, dirait donc monsieur de Gaulle. Monsieur de Gaulle, vous avez dit que c'est la 5e République qui nous donne ici le pouvoir de vous juger, mais la 4e République le pouvait aussi. En effet. Pas Alors, c'est tout à fait vrai, monsieur le président. Je n'ai jamais prétendu détruire la 4e République. Les gens qui m'accusent de coup d'État ici, ce n'est pas moi. Merci, monsieur encore. Mesdames et messieurs, vous avez entendu le principal accusé, le seul. Je vais maintenant laisser la parole aux différents orateurs afin qu'ils vous expriment leurs conclusions à la suite de ce débat. Monsieur le procureur, vous avez la parole. C'est au nom d'une certaine idée de la France qu'il est un devoir sacré pour un pays comme le nôtre de raconter l'histoire par le prisme de la vérité. Avant de vous raconter l'histoire en 1958, j'aimerais quand même revenir sur 2-3 petites choses qui m'ont été dites, qui m'ont fait mal de soirée. Ça commence par la plaidoirie introductive de monsieur l'avocat de la défense qui nous dit « Si on résume ce procès, c'est quelques jours de crime face à 70 ans d'histoire. » Autrement dit, dès sa plaidoirie introductive, monsieur l'avocat de la défense confesse presque les crimes. Merci, monsieur l'avocat. Il nous dit ensuite « Qui peut se présenter devant moi et me dire que les gouvernements n'ont pris que des bonnes décisions ?» Finalement, il cherche simplement à détourner le sujet sur les autres gouvernements, les gouvernements qui se sont succédés après le général de Gaulle, ou le colonel, le président, peu importe.
Et donc les gouvernements d'après ne font rien de bien, moins, pas bien, donc tout va bien pour De Gaulle. Voilà, je résume plus ou moins ce que vous m'avez dit, c'est plus ou moins comme ça que je l'ai compris, merci beaucoup. Ensuite, vous avez parlé à M. Mitterrand. Vous avez parlé à M. Mitterrand, vous avez parlé de torture, vous avez parlé de violence en Algérie. J'ai pas compris. Parce que j'étais à deux doigts de penser que vous alliez nous dire qu'une fois que De Gaulle est arrivé au pouvoir, les violences avaient cessé. Or, je ne crois pas que c'était le cas. Alors pourquoi nous parler des violences avec Mitterrand en Algérie, étant donné que c'est ce aussi pourquoi on accuse M. De Gaulle? Je n'ai pas compris. En plus, ça vous a énervé. Monsieur Churchill nous a annoncé pendant sa plaidoirie, pendant son interrogatoire, qu'il faisait passer son intérêt personnel avant l'intérêt collectif. Merci beaucoup, Monsieur Churchill, c'était très intéressant. Et enfin, Madame Yvonne de Gaulle qui nous dit qu'il était bon et aimant pour la France, mais qu'elle ne parle pas de politique. Voilà, débrouillez-vous avec ça, c'est tout. Bien, maintenant pour revenir sur cette histoire, ce qui s'est déroulé en 1958. En 1958, le Parlement vote 3 lois constitutionnelles permettant la transition de la 4e vers la 5e République. À cette époque, la crise d'Algérie fait rage depuis 4 ans et atteint une sorte de paroxysme. Charles de Gaulle, depuis son départ du gouvernement sous la 4e République, n'a eu de cesse de critiquer ce régime. On se souvient notamment de cette phrase qu'il a pu prononcer « Le gouvernement des régimes, des partis, pardon, le gouvernement des partis, c'est la pagaille ». Ce colonel, donc, qui voulait être général et qui attendait patiemment que le monde entier l'appelle pour s'ériger une fois encore en héros sauveur de la France, est alors nommé président du Conseil des ministres par le président René Coty, sous la pression des gaullistes qui se trouvent dans le gouvernement. Dans ces 3 lois constitutionnelles, il y a une d'entre elles qui dispose que le Parlement ne siégera pas pendant la durée de la transition entre la 4e et la 5e République. Autrement dit, Charles de Gaulle, président du Conseil des ministres, peut rédiger sa nouvelle constitution sans que le Parlement ne puisse siéger, sans que le Parlement ne puisse parler, faire des propositions, des amendements, discuter dans une démocratie. Il y a eu des tentatives de commission parlementaire. M. Mitterrand en a parlé tout à l'heure. Elles ont toutes été rejetées. Et la parole de l'opposition a été parfaitement muselée. Mais ces lois constitutionnelles, c'était la condition sine qua non du retour de De Gaulle. Autrement dit, sans ces lois constitutionnelles, M. De Gaulle aurait refusé de revenir pour sauver la France. Et M. de Gaulle se retrouve alors avec une totale immunité, parce que grâce à ces 3 lois constitutionnelles, il a tous les pouvoirs en main. Il a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, et grâce à la Cour de sûreté, grâce au délit d'offense au chef de l'État, il a aussi le pouvoir judiciaire. Il a notamment gracié bon nombre de personnes. On parle peut-être du maréchal Pétain, parmi d'autres. Mais il élabore donc avec ses amis cette nouvelle constitution. Puis il se positionne devant les Français. Et il leur dit, cette constitution, vous allez la voter. Parce que c'est soit ça, soit le chaos. Et donc avaient-ils le choix, les Français, avec la crise en Algérie, la crise en France, une demande de solution rapide et efficace? En réalité, ils n'avaient pas le choix. Et cette absence de choix, elle est accentuée, exacerbée par la propagande, l'information contrôlée par l'État, donc par lui-même, finalement. Information qu'il diffusait partout, et notamment sur la seule chaîne de télévision qui existait à l'époque et qui était contrôlée par l'État. Ce vote, d'une importance capitale, n'a laissé aucune place à une alternative. Et c'est ainsi que le référendum de 1958 a reçu une majorité de oui pour le changement de régime. Au cours de son mandat, la censure est de mise. Plus d'une centaine de condamnations pour le délit d'offense au chef de l'État. Mesdames et messieurs, cette infraction pouvait mener jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Je rappelle également qu'après le général de Gaulle, ce délit n'a été utilisé que 2 fois. Une fois par Pompidou et une fois par Nicolas Sarkozy.
Le général de Gaulle, lui, visiblement très susceptible, l'a utilisé plus d'une centaine de fois au cours de son mandat. Sans doute adorait-il la démocratie à ce moment-là. L'atteinte à la liberté d'expression par son culte de sa personnalité était si forte qu'il pensait même être élu dès le premier tour en 1965 sans participer à un quelconque débat, méprisant encore une fois la parole de l'opposition. C'était pourtant, à n'en pas douter, le premier signe du déclin de son règne. Maître, veuillez conclure. Mais certainement. Alors, mesdames et messieurs, serez-vous de ceux qui préféreront taire ces événements, faire comme si rien ne s'était passé et continuer à vivre dans le déni d'une réalité que vous refusez aux générations futures? Serez-vous de ceux qui laisseront ces futures générations dans l'ignorance par votre silence sur ces mensonges? Serez-vous de ceux qui pensent que parler coup d'État ou de la guerre d'Algérie aujourd'hui, en 2019, c'est un problème? Vous laisserez-vous duper par les incantations stériles d'une défense qui s'accroche au mythe du grand général qui n'était en réalité que le colonel, au mythe d'une transition démocratique vers la Ve République? Ou serez-vous de ceux, comme nous, qui souhaitons, pour notre génération et celles à venir, que la vérité soit rétablie afin que leur esprit critique ne soit plus endoctriné par le récit autour d'un homme qui se prenait pour le dernier roi de France et que l'on a dressé sur un piédestal si élevé que beaucoup aujourd'hui souhaiteraient ne plus jamais l'en enlever? Alors, mesdames et messieurs les membres des jurés, répondez ce soir à l'appel de la raison, ou à tout le moins à celui de la logique. Je vous remercie. Maître Juquet, vous avez la parole. La parole de Diderot me semble tout à fait appropriée pour ce procès. On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte, et on ne boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Peut-être alors est-ce flatteur de ne voir en De Gaulle qu'une figure héroïque, en faisant abstraction de ses choix préjudiciables. Mais lorsque des êtres humains meurent, souffrent et se trouvent réduits au silence constant, il nous faut savoir entrouvrir la bouche pour boire la vérité. Alors oui, elle sera amère, cette vérité, mais nous sommes ici pour accepter de la voir enfin. Le général de Gaulle est appelé pour résoudre les événements qui se déroulent en Algérie. Mais quelle était la politique à suivre? Quels ordres étaient donnés aux militaires? Pourquoi personne ne s'accorde sur ces faits? Et pourquoi les conflits ont duré aussi longtemps? Il est dit qu'un bon chercheur n'est pas celui qui trouve les bonnes réponses, mais celui qui sait poser les bonnes questions. Voici une des questions que beaucoup se sont posées. Quel a été le rôle du général de Gaulle dans cette gestion des conflits algériens? Nous avons d'un côté l'article 1 de la Constitution qui impose l'unité de la République. Vous l'avez pensé, cette Constitution. Alors, l'Algérie, nécessairement, vous souhaitez la garder, elle en faisait partie. Vous souhaitez la garder puisque vous faites naître le plan Constantine qui vise à développer l'Algérie économiquement au même titre que cela pourrait être fait en métropole. Vous l'avez pensé puisque, à Charonne, il y a eu des répressions lorsque les manifestants réclamaient l'indépendance. Il y a également eu des répressions lorsque les Algériens se sont prononcés le 17 octobre 1961. Et lorsque la presse explique, alors que cela leur avait été interdit, qu'il y a eu des gens noyés dans la Seine, qu'il y a eu d'affreuses sauvageries, lorsque cela est abordé en Conseil des ministres, vous ne dites rien. Rien du tout. Vous faites silence. Comment peut-on dédommager ces victimes alors que Papon a fait interdire la commission d'enquête? Ce à quoi vous n'avez rien dit. Que dit-on à des enfants qui, en rentrant de l'école, se demandent où sont leurs parents? Que leur répondons-nous? Ils sont partis, ils sont peut-être en vacances, personne n'en sait rien, puisqu'officiellement personne n'est mort. Peut-être qu'ils ont eu tort de penser que nous étions égaux au pays de Victor et d'Hugo, comme le disait Pierre Perret. Peut-être qu'ils ont eu tort de parler.
Mais c'est étonnant d'avoir réprimé des paroles indépendantistes tout en prétendant qu'accorder l'indépendance était votre souhait politique et en négociant pour ce faire. Par ce double discours, nous préparons l'indépendance, mais vive l'Algérie française, comme l'a rappelé Salan. Vous dites qu'il n'avait pas de preuves, mais lors de son procès a été établie une lettre signée de la main de Gaulle disant qu'il souhaitait garder l'Algérie française. La preuve de procès. Monsieur Salon, Tout cela a faites causé... silence. Tout cela a causé la brume. Vous n'avez pas apaisé les conflits entre FLN, Force française, Pieds Noirs, Harkis et des humains sont morts. Vous pouvez feindre de dire qu'en Algérie, vous ne saviez pas vraiment ce qui se passait militairement, malgré que vous êtes le chef des armées, constitutionnellement. Mais en France métropolitaine, les réprimandes, les morts, vous ne les contrôliez pas peut-être? Vous saviez, vous n'avez rien fait. S'abstenir, c'est agir, et en l'occurrence, s'abstenir, ça a été souffrir. Quelles ont été les conséquences? Finalement, ce n'est pas très glorieux quand tout le monde abandonne les terres que l'on soumet de garder l'Algérie. Alors vous abandonnez l'Algérie en laissant quelques nuages rétroactifs au Sahara. Je vous cite Hadj Mebarek Bahal. Nous avons senti nos cœurs exploser. On s'est tous enlacés pour sentir qu'on était bien en vie. C'est un habitant proche de ces essais nucléaires. Il existe une loi de 2010 pour indemniser les victimes, mais le rapport des Sénats dit lui-même qu'elle est quasi inapplicable. Alors que dit-on pour eux? En abandonnant l'Algérie, vous abandonnez aussi les Harkis, que vous aviez promis de protéger. Seuls 10% ont pu revenir en France. Et vous déclarez le 26 juillet 1962 en Conseil des ministres qu'il faut en finir avec cette histoire de Harkis, que c'est une plaisanterie qui a assez duré. C'est une plaisanterie des gens qui courent, qui demandent refuge. C'est une plaisanterie des gens qui meurent. Mesmer, ministre des Armées, 12 mai 1962, fait envoyer un télégramme indiquant que seront sanctionnés les officiers français qui enfreignent les ordres qui accueillent les Harkis en France. Les accords d'Évian prévoyaient pourtant qu'ils soient protégés. Vous étiez là, vous n'avez pas du tout veillé à cette application. Comment construire une identité dans un pays qui nous déteste et sans celui qui prétendait nous aimer, qui prétendait nous protéger? Vous avez créé des orphelins, des personnes vouées à l'errance dans leur propre pays, alors que eux les Harkis, ils étaient là pour vous, pour combattre sous vos ordres. Je ne peux pas vous répondre. Dans cette continuité, puisque nous avons perdu l'Indochine et l'Algérie, ne perdons surtout pas les colonies françaises. Il serait bête de perdre le Gabon, il serait bête de perdre le Cameroun. Mais, nécessairement, l'autodétermination des peuples est actée. Alors que faisons-nous? Nous passons de la colonisation à la coopération. La coopération, qu'est-ce que c'est? C'est Jacques Faucard, secrétaire général des Affaires africaines, dont la mission est de maintenir l'influence de la France dans les anciennes colonies. Coup d'État au Gabon, le peuple veut récupérer son pays, mais la France apprécie bien Monsieur Mba, qui est d'accord avec la France, qui tire des intérêts économiques. Donc 15 Gabonais sont tués par les forces françaises. Nous gardons Mba. Mba est malade, nous modifions la Constitution avec les dirigeants africains et nous amenons M. Albert Bongo, qui dirigera le pays pendant 40 ans. Ainsi, ça n'a pas été 60 jours de crime, puisque dans les colonies, des gens se font tuer. C'est des décennies de crimes qui continuent encore. Il y a eu des révoltes au Cameroun, par exemple, qui ont fait entre 61 000 et 76 000 victimes en 64. Or, qui a créé de toutes pièces l'armée camerounaise? Eh bien, c'est la France. D'ailleurs, un lieutenant français du nom de Jacques-Louis Lefebvre, qui revenait d'Algérie et avait été tortionnaire là-bas, a été nommé pour former les militaires camerounais. Nous avons choisi un tortionnaire d'Algérie pour former les militaires camerounais. Maître, veuillez conclure. Je conclue. Les victimes ont été réduites au silence. Personne ne les a jamais entendues à cause de l'ombre de ce géant. Il est coutume de faire une minute de silence pour rendre hommage, mais on ne va pas les réduire à cela puisqu'elles se taisent depuis bien trop longtemps. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, pour ces victimes, que nous fassions du bruit, que nous les applaudissions. Merci. Peut-être que ces victimes ont été entendues grâce à vous, en tant que les héros, c'est peut-être
Maître Dogi, vous avez la parole. Madame Jucker, vos feuilles, je les garde en souvenir ou... Maître Jucker, je déplore que l'accusation dérange le procès de cette manière. Monsieur Mitterrand, je vous prie de rester silencieux. Et Monsieur Salan par la même occasion. Puisse l'histoire dire un jour que De Gaulle a éliminé le péril fasciste, qu'il a maintenu et restauré les libertés, qu'il a rétabli la discipline dans l'administration et dans l'armée, en un mot, qu'il a consolidé et assaini la République. Alors, mais alors seulement, le général de Gaulle incarnera la légitimité. Tels étaient les mots de Pierre Mendès France, prononcés devant l'Assemblée nationale le 1er juin 1958, alors que pour autant, il avait voté non à l'investiture du général de Gaulle. Ces paroles doivent avoir un écho tout particulier dans vos esprits ce soir, car si l'on reprend point par point les éléments qu'a énoncés M. Pierre Mendès France, force est de constater que chaque point a été assuré par De Gaulle. Peut-être pas seul, certes, mais il l'a fait. Rendez-vous compte de ces paroles, accueillez-les avec attention et avec ce qu'elles contiennent comme contexte. Le contexte est un fervent opposant politique au général de Gaulle qui le dit légitime. Ce n'est certainement pas le point de vue partagé par tous ce soir, je l'entends bien. Mais il faut bien admettre que si l'on ne se voile pas la face, De Gaulle était vu par la majeure partie du peuple et de ceux qui le représentaient comme légitime. Cette légitimité tient certainement au fait que lorsque De Gaulle a agi, il ne l'a pas fait dans son propre intérêt. Pourquoi l'aurait-il fait? Pour s'attirer les foudres du peuple français? Certainement pas. Pour concentrer les pouvoirs autour de sa personne? C'est impossible. Pour devenir le dictateur après avoir été le libérateur? Il n'en est rien. Et puis quand on voit les accusations portées à l'encontre du général de Gaulle, une chose doit vous interpeller. On a cette vive impression qu'il est responsable de tous les maux de ce pays à cette époque, à l'époque du général de Gaulle. Madame l'avocate des partis civils, tout le monde condamne la mort de ces jeunes Algériens dans la Seine. Évidemment, tout le monde. Vous n'êtes pas seul contre tous. Mais ce n'est pas la responsabilité du général de Gaulle et on vous l'a déjà dit. C'est le préfet de police de l'époque, M. Papon, qui a d'ailleurs été jugé pour ces faits. Je pense que pour ce qui est des essais nucléaires, si j'avais pu laisser poser ma question, vous auriez compris que ces essais nucléaires étaient souterrains et non pas aériens. Alors ce nuage de fumée, vous pouvez le ranger. Pour ce qui concerne les harkis, il est avéré qu'ils ont subi un racisme évident, soit en restant en Algérie, soit en rentrant en France. C'est vrai, c'est sûr, et encore une fois, tout le monde le condamne. Mais de là à dire que De Gaulle est responsable de ce racisme, je vous en prie, madame, ayez un peu de décence. Pour les ex-colonies, vous nous avez dit que la France était quelque peu restée dans ce pays. Vous préfériez peut-être qu'elle s'en aille d'un coup, sans laisser une seule institution, sans laisser une seule aide, enfin bref, en partant les mains dans les poches, et bonne journée, au revoir. Quant à vous, monsieur le procureur, qui inventez devant nous des charges inexistantes, je dois vous rappeler que le crime de haute trahison évoque la collaboration avec l'ennemi, et que dans tout votre développement, il n'en a jamais été question. De plus, vous parlez de créer un coup d'État comme pour le crime contre l'humanité. Mais doit-on réellement rappeler le contexte dans lequel le crime contre l'humanité a été inventé? Oui, c'était après une guerre. Vous n'avez pas compris une chose, monsieur le procureur, c'est que ce choix de mettre De Gaulle à la tête du Conseil de la 4ème République, c'est avant tout le choix du peuple. Car le Parlement de l'époque était élu par le peuple lui-même. Vous semblez penser que ces parlementaires sont fait manipuler, que les Français se sont fait manipuler, qu'ils n'ont donc pas de libre arbitre, qu'à chaque fois qu'on leur a donné la possibilité de s'exprimer, comme l'a fait le général de Gaulle à de nombreuses reprises par le biais des référendums, ils étaient comme hypnotisés par sa grandeur, et que les Français n'avaient aucun recul sur sa personne. Mais qui a voté la Constitution? Que De Gaulle, d'ailleurs, il faut le rappeler, a changé. Et oui, parce que de base, elle était prévue moins parlementaire, et sous une certaine pression des parlementaires, il l'a changé, comme quoi il était ouvert d'esprit. Mesdames et messieurs les jurés, vous ne devez en aucun cas minimiser les risques que le général de Gaulle a pris en se mettant en avant pour se faire le porte-parole du peuple qui voulait cette 5e République. Ce risque était celui du changement qui amène la critique. Ce risque était celui de régler la crise algérienne
alors que personne n'en était capable à ce moment, et que tous les hommes politiques de l'époque préféraient évincer ce problème et l'éviter plutôt que de prendre la responsabilité d'un choix. Là où le général de Gaulle a pris cette responsabilité, mais ce risque, il l'a pris pour l'amour de son pays, pour l'amour de ceux qu'il compose. Il savait pertinemment qu'un jour il serait jugé. Et oui, il le savait. Il savait aussi qu'il serait jugé et condamné. Et oui, il le savait aussi. Condamné moralement, condamné idéologiquement, mais en aucun cas, il ne doit être condamné pénalement. Ce soir, c'est donc un procès politique, mais aussi historique. Et cette idée ne doit pas vous quitter lorsque vous vous retirerez tout à l'heure pour aller délibérer, mesdames et messieurs les jurés. C'est le procès d'un chef d'État, d'un chef de gouvernement, d'une politique. Les seules instructions menées sont celles de la vérification de sa politique contrôlée par le Parlement, qui représente, je le rappelle, le peuple souverain. Le crime qu'on lui impute ce soir, c'est d'avoir conduit la politique commandée par ce même peuple souverain. La seule charge retenue contre lui, c'est d'avoir rétabli une république. Alors dans ce cas, on ne fait plus le procès de chef d'État, de gouvernement, mais on dresse le procès du système républicain lui-même et du principe lui-même. Et mesdames et messieurs les jurés, je vous pose la question. Êtes-vous prêts à aller délibérer et à condamner ce système républicain? Condamner De Gaulle, c'est condamner l'idée même que nous ne pouvons pas résister à l'oppression. Condamner De Gaulle, c'est condamner les institutions sur lesquelles nous reposons depuis plus de 60 ans. Condamner De Gaulle, c'est condamner la Constitution qui est la nôtre, qui a été créée par le peuple et pour le peuple. Condamner De Gaulle, c'est condamner la France, c'est condamner la République. Car, que nous le voulions ou non, avec haine ou avec passion, nous sommes tous les fils de la République, et donc de Gaulle. Et on ne condamne pas ses pères, non. On s'efforce de mieux rectifier leurs excès, et c'est le maximum qui soit permis à votre cour ce soir et à vous, mesdames et messieurs les jurés. Enfin, condamner De Gaulle, c'est certainement juger, mais ce n'est en aucun cas rendre justice. Merci. Mesdames et messieurs, membres du jury, l'heure est maintenant celle du verdict. Nous allons nous retirer quelques minutes derrière ces portes afin d'entendre vos délibérations et d'écouter votre verdict. Pour le reste de l'audience, pour le public, je vous prie d'être patient, d'attendre quelque peu et nous serons brefs. Le temps qui délibère. J'aimerais que vous fassiez. Non, j'aimerais surtout les féliciter tous, et je pense qu'on peut tous les féliciter pour cette belle prestation, avec un tonnerre d'applaudissements. Bon, maintenant qu'ils ont bien parlé, et comme il faut meubler, parce que on va, je vais leur faire passer les micros, ils vont vous expliquer comment ils ont travaillé ce procès. C'est la partie Jacques Martin du soir. Bonjour les enfants. Allez, tiens, Quentin, qu'as-tu pensé de ton procès? Je suis de Gaulle déjà, pour commencer. Oui, j'ai apprécié préparer ce procès. Je trouve que le jeu que nous avons vu est majestueux. C'est une très belle pièce, une très belle salle. Je suis ravi qu'il y ait autant de personnes pour nous voir. Et j'espère vous avoir convaincu que De Gaulle est sympa. Oh. Et bien moi j'ai galéré, parce que
peut-être plus que moi ce soir. Voilà. Contrairement à Yvonne, De Gaulle, il y avait beaucoup de choses à voir et à dire. Et je pense qu'on n'en a même pas le temps de tout dire ce soir. C'est des longues minutes et des heures de reportage et de documentaire. C'était quand même tout de même intéressant. Et non, c'était très sympa, le lieu est super. Je vois que malgré des décisions pour le moins scandaleuses, on a réussi à vous faire un très beau procès. Vous voir tous ce soir, c'est la meilleure réponse qu'on peut faire à celui de notre âge. Donc je vous remercie tous. Merci beaucoup. Un peu pareil que pour Yvonne, le général Salan, je connaissais seulement de nom, donc j'ai appris beaucoup sur ce personnage. Très content d'avoir participé également à ce procès, même si c'était peut-être un petit peu un crève-cœur pour moi, parce qu'il se pourrait que j'apprécie un tout petit peu le général de Gaulle. Sa tête de lit, c'est le général, hein. Donc, montrer des déserteurs, c'était pas cool, mais c'est pas vrai. Mais encore une fois, voilà, ça est merveilleux, et surtout, merci à vous toutes et vous tous d'être venus si nombreux. Donc, merci à vous. Eh bien, je suis très contente d'avoir fait ce procès. Moi, au début, si j'ai voulu y participer, c'est parce que, honnêtement, je ne connaissais pas grand-chose sur la guerre d'Algérie. Et je me suis dit que ce serait un bon moyen de me forcer à me pencher sur la question. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé à être partie civile. Ensuite, je m'excuse auprès de mes camarades parce que vous savez que je suis une coéquipière extrêmement stressante. Je harcèle de messages sur la conversation. Je dis tout ce que je ne comprends pas. Jusqu'à 3 semaines avant, je croyais que le témoin c'était Massieu et non Salan parce qu'il y avait eu un vous a demandé le prénom de Gaulle, hein, quand même. Hier. J'étais tellement stressée avant-hier soir quand on travaillait que j'ai demandé comment s'appelait De Gaulle, quoi, quel était son prénom. C'était ridicule. Donc je suis désolée d'avoir été imbuvable. Mais puis voilà, sinon c'était très sympa. Je suis très très contente que vous soyez tous ici et que ce procès ait pu avoir lieu malgré les petits soucis administratifs, on va dire. Moi, pourquoi j'ai fait ce procès, c'est parce qu'en fait c'était un défi personnel, parce que honnêtement De Gaulle avant je ne le connaissais pas et je me foutais pas mal. Et ça a été l'occasion pour moi de découvrir toute l'histoire un peu controversée qu'il y a derrière. Et j'ai trouvé ça justement pour le coup très intéressant. Et c'était pas tellement prévu dans ma tête que je fasse avocat parce que je voulais juste être témoin à la base. Et en fait, je me suis retrouvé là. Et ça a été un beau défi en fait qu'ils m'ont lancé aussi. Donc voilà, merci à tous d'être venus si nombreux, ça fait vraiment plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'organisations derrière, je pense que vous en avez vu un peu, et pour toute cette organisation-là aussi, vous pouvez les applaudir très fort. Ce qui était très drôle, c'est que pendant les sélections, pour préparer le procès, Maxime, président de Tour Éloquence, m'a demandé qui tu voudrais interpréter. J'ai dit soit un avocat, soit le général de Gaulle. Finalement, j'ai été François Mitterrand. Donc oui, comme Manu, ça nous a fait un peu mal, mais j'ai pris du plaisir à interpréter. Non, c'était sympa. Je trouve que tous les orateurs ont été excellents. Les témoins ont été crédibles, enfin, j'espère. Et j'espère aussi qu'on vous a donné un beau procès. Ça vous a plu et j'espère surtout qu'on va gagner. Merci à tous. Alors du coup, bonsoir à tous. Je suis désolé qu'on soit obligé de vous imposer ça, nous qui parlons de nos vies devant tout le monde en attendant que c'est gênant. Reviennent. C'est gênant pour tout le monde, pour nous, peut-être. Mais voilà, rassurez-vous, je suis le dernier, après moi il n'y en a plus, en plus le jury est juste derrière, donc je vais être très rapide. On n'avait pas beaucoup de temps de parole quand même ce soir, pas suffisamment pour toutes les choses qu'il y avait à dire sur moi, Mathéo.
Mais c'était vraiment super intéressant de fait de pouvoir travailler avec deux personnes qui sont absolument fans de Gaulle et de pouvoir les utiliser afin de pouvoir tacler De Gaulle. J'ai trouvé ça très sympa. Et vous voyez, en plus ils ont une mine ravie, donc c'est génial. Et voilà, donc ce procès, moi je me suis bien amusé à le faire. Merci à mon équipe, merci à tout le monde et merci surtout à vous d'avoir rendu cet événement vraiment génial. La cour! Mesdames et messieurs, le jury a rendu son verdict. Madame Jeannot, jury numéro 1, vous avez la parole. Le jury déclare général non coupable à la majorité. Mesdames et messieurs, par ailleurs... Oui, bravo! Vous pouvez l'applaudir parce qu'il est encore plus stressé que moi quand il passe. Il a jamais fait ça de sa vie. Et c'est maintenant à 64... 15 à maintenant à 75 ans qu'il fait ça. Par ailleurs, le jury a délibéré sur 3 questions fondamentales à propos des personnes qui vous ont diverti ce soir. Ils ont remis 3 prix. Le prix du meilleur orateur, le prix de la meilleure incarnation et le prix du meilleur espoir. Le prix du meilleur espoir. Ils avaient à choisir entre Madame Benona, l'huissière, entre Monsieur Torquet, qui incarnait Monsieur François Mitterrand, et entre Monsieur Moreau, qui incarnait le général de Gaulle. Et ils ont choisi Monsieur de Gaulle. Mathéo, tu peux te lever pour aller récupérer ton prix. Ah, il y a un prix, il y a un prix. Oui, oh là là. Ensuite vient le prix de la meilleure incarnation. Ils avaient à choisir entre les 4 témoins, messieurs Mitterrand, Salan, Churchill et Yvonne de Gaulle, ainsi que les membres du tribunal. Ils ont choisi un autre militaire, monsieur Salan. Enfin vient le prix du meilleur orateur. Celui-ci était partagé entre les 2 avocats et monsieur le procureur. Le jury, s'il avait une préférence pour les militaires jusque-là, a attribué le prix à celui qui les a combattus ce soir. Monsieur le procureur, vous êtes nommé meilleur orateur. Mesdames et messieurs, surtout, les plus grandes félicitations vous reviennent, car vous avez assisté pendant 2 heures à un procès et vous n'avez pas moufté, à peine pour ce
applaudissements qui ont été nombreux ce soir. Nous espérons que vous êtes amusés. Nous espérons vous revoir au prochain procès qui aura lieu au semestre prochain. Merci.